Nous, si on doit avoir une haine envers quelqu'un au Togo, on doit avoir une haine envers Faure Gnassingbé. Ce live s'inscrit dans un contexte de clarification et de mise au point, suite aux propos tenus récemment par Mark Nda, propos jugés mensongers et diffamatoires à l'encontre de M. François Boko, ancien ministre de la Sécurité sous le régime du feu président Gnassingbé Eyadema. Face à ces déclarations, le chef canton de Kpanzidé a estimé nécessaire de prendre la parole publiquement afin d'éclairer l'opinion nationale et la diaspora. Dans cette intervention, il apporte des éléments factuels, rétablit certaines vérités et remet les faits dans leur contexte historique et politique. Au cours de ce live, le chef canton de Kpanzidé a également donné lecture du discours prononcé par M. François Boko lors de son arrivée au sein de la diaspora, afin de permettre à chacun de juger sur la base de documents et de paroles authentiques, et non sur des affirmations déformées. Nous vous invitons à suivre attentivement cette prise de parole, à l'écouter avec discernement et à contribuer au débat dans le respect, la responsabilité et la recherche de la vérité. Dans le fief même du pouvoir, dans le fief même des bérets rouges, dans le fief même de là où si on t'arrête, tu disparais à jamais. Là. Nous, on a fait manifestation là-bas. Tu comprends? Nous, on a fait une manifestation sachant que, c'est-à-dire d'une minute à l'autre, on pouvait mourir. On a affronté le régime, c'est-à-dire dans sa propre maison. Il considère que c'est ça, mais c'est là-bas même nous on l'a affronté. Et en ce moment, il était tellement méchant, il n'y avait aucune caméra pour relayer quoi que ce soit. Donc le jour là, nous on savait qu'on devrait mourir le jour là. J'ai vu certains messieurs là, ils se lèvent du jour au lendemain. C'est François Boko qui est leur problème. Pendant que le monsieur ne parle pas, le monsieur ne dit pas des choses contre la lutte, le monsieur ne vous empêche pas de libérer le pays. Matin, midi, soir, François Boko, François Boko, François Boko. J'ai ce qu'on appelle l'arsenal. Ouais. Maintenant, quelqu'un parle là, je ne vais plus parler. Je vais laisser les enfants de Penzing de venir défendre. Bien aimé, bonne arrivée. Je vous mets en grand écran. Mon capitaine. Yeah. Oui, bonsoir mon chef canton. Mon chef canton, peut-être parce que la dernière fois aussi, je faisais ma patrouille sur des panels et j'ai vu aussi des gens qui parlaient de François Boko. Moi, je dis, nous sommes dans une lutte. La lutte, elle ne doit pas être tribale parce que nous sommes tous des Togolais. Et notre seul ennemi, c'est Faure Gnassingbé. C'est le régime qui dit les Togolais. C'est le régime qui affame les Togolais. Nous, si on doit avoir une haine envers quelqu'un au Togo, on doit avoir une haine envers Faure Gnassingbé. C'est lui qui dit les Togolais. C'est lui qui affame les Togolais. Si aujourd'hui les Togolais n'arrivent pas à vivre, c'est à cause de ce Faure Gnassingbé. Parce que 20 ans qu'il est au pouvoir, le monsieur, il fout rien. Il est là, il se promène, comme je le dis souvent, il se promène comme un vendeur de beignets. Il est là, il est partout, il se promène. Maintenant, je ne sais pas pourquoi certaines personnes, je ne sais pas pourquoi certaines personnes dans leur live aiment appeler le nom de François Boko. Je ne sais pas où, c'est parce qu'ils c'est pour se donner de visibilité qu'ils appellent ce nom, parce que je ne sais pas. Et effectivement, François Boko a été ministre de l'Intérieur au Togo. Et vous savez, en 2005, quand Eyadema était mort, Eyadema est mort, je crois, le 5 février 2005, et en avril, quand Eyadema est mort, en avril, François Boko a démissionné. On n'a qu'à se dire la vérité, nous les Togolais. Et est-ce que au Togo, depuis que le Togo existe, est-ce qu'il y a un ministre au Togo qui a démissionné? On vous met dans le lait et du miel. Est-ce qu'il y a un ministre au Togo qui a démissionné? Non. Si aujourd'hui, on parle de Fléau Jardin, c'est parce que en 92, j'étais petite, je peux pas dire j'étais jeune, j'étais une petite fille qui jouait avec les boîtes de conserve, mais on a appris l'histoire de Fléau Jardin,
qui a eu des massacres à Fléau Jardin, c'était à son amant, monsieur Agbeyome, qui était ministre de l'Intérieur. Si aujourd'hui, il y a certaines personnes qui en veulent à Agbeyome, c'est pas, indirectement, c'est pas Agbeyome qui a déjà les Togolais qui étaient allés là-bas. C'est Eya Dema. Agbeyome était ministre sous Eya Dema. Donc Agbeyome a eu les ordres de Eya Dema et il y a eu des massacres. Si aujourd'hui on parle de Fléau Jardin, c'est indirectement on accuse Agbeyome, c'est parce que c'est lui qui était ministre de l'Intérieur. Si Eya Dema vivait, Eya Dema, il pouvait se laver les mains pour dire ah, il n'a pas envoyé Agbeyome de faire quelque chose, que c'est lui, parce que il va se dédouaner. Or, tout le monde sait, on sait comment ça fonctionne, ce régime. Mais en 2005, quand Eya Dema était mort, et François Boko était ministre de l'Intérieur, les Nyasingbe, la famille Nyasingbe, il voulait le pouvoir, parce que Faure, il ne sait rien faire. Faure, il dit qu'il a fait Dauphine, il a fait l'université à Paris, qu'il a fait États-Unis, il a fait MBA, nada, il n'a rien fait. Donc Faure, il ne sait rien faire et dans sa tête, quand son papa va mourir, il va prendre le pouvoir. Mais il disait que son papa disait, on prend le pouvoir quand il est chaud. Mais quand son papa est mort, il faisait tout et tout pour prendre le pouvoir. François Boko, il y avait des mouvances au Togo. François Boko a tout fait pour que les Togolais ne puissent pas se tuer. Et à un moment donné, quand on ne voulait pas l'écouter, il a démissionné. Il a fait une conférence au ministère de l'Intérieur et après, il a démissionné. Quand François Boko a démissionné, il a démissionné pour lui. Il ne veut pas avoir les cadavres sur sa conscience et il est rentré chez lui. Un Saint-Syrien, quelqu'un qui a fait Saint-Cyr. Saint-Cyr, c'est pas tout le monde qui rentre à Saint-Cyr. Un Saint-Syrien, il peut quitter le Togo. C'est parce que la famille Nyasingbe voulait le Dja. Si François Boko a quitté le Togo, c'est parce que la famille Nyasingbe voulait le Dja, parce que Faure voulait le pouvoir. Et il a cru que, comme François Boko était Kabyé, il allait faire les élections, parce que au Togo, vous savez que c'est le ministre de l'Intérieur qui organise les élections. Donc Faure, dans sa tête, c'est un Kabyé, c'est son frère, il va lui donner le pouvoir. Non! François Boko ne peut pas, même si François Boko ne peut pas organiser des élections et proclamer Faure comme président, parce qu'il le connaît, il sait que Faure, il ne sait rien faire. Donc il savait très bien que si Faure était devenu président et s'il organisait les élections et Faure devient président, parce que Faure allait pousser François Boko à frauder les élections. Et il sait très bien qu'on ne peut pas Faure ne peut jamais devenir président, parce que Faure, il est incompétent dans tout. Il sait rien faire. Ce qu'il sait faire, je vais me taire, mais il sait rien faire. Mais à un moment donné, François Boko, il a démissionné. Quand il a démissionné, il voulait être un citoyen libre et vivre au Togo. C'est parce que Faure voulait le Dja. Faure Nyasingbe voulait le Dja. C'est pour ça que François Boko s'est réfugié à l'ambassade d'Allemagne. Quand il s'est réfugié à l'ambassade d'Allemagne, si vous faites, il faut mener vos enquêtes. Ils ont menacé l'ambassadeur. Ils ont menacé, nous qui étions à Lomé en 2005, posez-vous la question, pourquoi ils sont allés casser l'Institut Goethe? Ils ont menacé l'ambassadeur de le libérer et ils ont mis les militaires au niveau de la résidence de l'ambassadeur. Que François Boko, et il y avait les gens derrière, il y avait quand il était chez l'ambassadeur, ils appelaient l'ambassadeur pour le menacer de le laisser. Donc si François Boko était sorti, ils allaient le dire. Mais vous savez que les Blancs, on sort tous les jours, on critique les Blancs. Mais les Blancs, ils réfléchissent pas comme nous. Les Blancs, ils réfléchissent pas comme nous. Mais l'ambassadeur a gardé François Boko chez lui jusqu'à ce que les Allemands ont ramené un avion au Togo et ils sont venus chercher François Boko pour l'amener en France. Vous croyez que tout ce qui se passe au Togo, Faure enferme les militaires que Faure enferme, ils savent que ces militaires-là, c'est des tueurs en gage. Vous croyez pas que ils savent pas que le général Kadanga a tiré sur un jeune mécanicien à Angoé, ou c'est parce que François Boko est Kabyé,
Si vous avez un problème avec les Kabyles, ça c'est autre chose. Mais c'est pas parce que François Boko est Kabyles, quand vous restez dans les lives, vous dites que oui, j'attendais notre bouc d'Omaha là, qui disait François Boko a commis des atrocités. Vous croyez que si les Blancs, ils savent que quand François Boko était ministre de l'Intérieur, il a commis les atrocités étant commandant de la gendarmerie et il a commis... Vous croyez que les Blancs allaient envoyer un avion pour qu'on vienne le chercher? Non, on n'a qu'à parler, parlons vrai, on n'a qu'à parler sérieux. Moi, je me rappelais, j'étais en 93, j'étais petite, et paix à son âme, le ministre Johnson, il a sa famille, il a ses enfants qui vivent, il a sa femme, normalement, elle doit vivre. Je me rappelais, j'étais petite. Monsieur Johnson, il avait distribué, il était dans l'opposition. Il avait distribué des tracts. Et Eyadema en voulait à Monsieur Johnson. En ce temps, François Boko, je crois, il était lieutenant. Eyadema avait envoyé François Boko d'aller arrêter Johnson. Quand Eyadema a envoyé François Boko d'aller arrêter Johnson, mais François Boko, c'est un démocrate. Ne vous mettez pas dans la tête que toutes les personnes qui sont dans l'armée, c'est des gens qui sont contre le peuple. Hein. Il y a des tarés qui sont derrière forts comme des moutons. Mais il y a des gens qui sont dans l'armée, peut-être c'est par conviction, ils sont rentrés dans l'armée. Ils aiment le corps militaire, ils sont rentrés dans l'armée. Mais il y a certaines personnes aussi qui sont dans l'armée, ils se disent qu'ils sont là pour servir la famille Gnassingbé. Donc, même si Eyadema ou Fort lui demandent d'aller déjà, ils vont aller déjà sans réfléchir. Et quand Johnson avait distribué les tracts, Eyadema était fâché, il bouillonnait. Il a demandé à François Boko d'aller arrêter Johnson. Moi, c'est un des enfants de Johnson qui m'a raconté l'histoire. Maintenant, on est sur les panels. Quand François Boko a arrêté Johnson, il est allé le cacher chez lui. Boko, que vous dites qu'il a fait les atrocités là, il a arrêté Johnson, il a caché Johnson chez lui, à la gendarmerie. Et avec les militaires, ils partent chez Johnson, ils cherchent Johnson pendant 1 semaine. On ne le trouve pas. 2 semaines. On ne le trouve pas. C'est après, François Boko allait dire à Eyadema que je ne retrouve pas Johnson. Et Eyadema dit toi là, tu ne sers à rien. Chaque fois qu'on t'envoie là, tu ne retrouves personne. Et après, ils ont laissé Johnson. Moi, c'est un des enfants de Johnson qui m'a raconté l'histoire là. Donc, vous qui êtes sur les panels, vous débitez des conneries. Vous débitez des conneries. Si vous avez un problème avec les Kabyles, c'est autre chose. Je vous dis que la famille Gnassingbé ne représente pas des Kabyles. Nous, les Kabyles aussi, on subit ces atrocités-là. Nous, les Kabyles, on subit. Vous croyez que les Kabyles qui sont en Kara, actuellement, ils n'ont pas d'eau à Kara. Ils n'ont qu'à sortir pour revendiquer. On va les mettre en prison. Si aujourd'hui, chef canton s'est retrouvé au Ghana, vous croyez qu'il aime le Ghana? C'est parce qu'il est Kabyles, on le pourchasse. Donc, les Kabyles, la famille Gnassingbé ne représente pas les Kabyles. Nous tous, on subit de cette famille-là. C'est une famille d'assassins. Si aujourd'hui, quand Eyadema était mort, et Pacha Gnassingbé était derrière son frère fort. Pacha Gnassingbé croyait que son frère fort, donc c'est les fils à papa, ils vont faire tout et tout pour garder le pouvoir. Pacha a aidé fort. Mais aujourd'hui, là, Pacha est où? Fort, après, quand Fort est bien assis au pouvoir, ils n'ont pas fait sortir deux fusils, 4. Même si moi-même, là, je cotise, je peux acheter 2 fusils, 4 bombes, comme quoi ils veulent faire coup d'état. Quelqu'un qui veut faire coup d'état, là, ce qu'on nous a montré à la télé, là, c'est pas les jouets des enfants de l'école primaire. C'est ce qu'on nous a montré à la télé qu'on veut faire coup d'état, là. Quand on veut faire coup d'état là, c'est les 2 bombes, les 2 fusils pour amuser la galerie là. Vous n'avez pas vu que Fort Gnassingbé, c'est quelqu'un qui est prêt à tout. Il est prêt à tout pour il est prêt à tout pour rester au pouvoir et il est prêt à tout. Si il a envie de te dire, il te dit. Donc, les Togolais, nous tous on subit. Nous on veut dégager ce Fort Gnassingbé qui ne nous sert à rien au Togo.
Un président pendant 20 ans, il n'a pas pu rien faire. Même si on lui donne 100 ans, il ne fera rien. Comme le disait son papa, et Adema disait toujours, mon fils fort, il aime que les femmes et l'argent. C'est ce que son papa disait. Et fort, au fond de lui, il sait qu'il est un incompétent. Il sait qu'il est un incompétent qui ne peut rien faire. C'est pour ça que le Togo est barricadé des militaires. Il fait tout et tout dans la sécurité. Donc, c'est pour ça qu'il fait tout. Sinon, au fond de lui, fort sait que il est un bon à rien. Donc, pour nous, Béni, vous êtes là, vous provoquez les gens. Vous êtes là, vous êtes en train de... on ne salit pas ce qui est propre. Ne salissez pas ce qui est propre. Tout le monde le dit. Ne salissez pas ce qui est propre. C'est les Kabyles aussi subissent. Être Kabyle, nous tous, nous sommes des Togolais. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Donc arrêtez cette discrimination-là. Arrêtez ce tribalisme-là. Quand Ferdinand Haïté, il est sur ses lives, il ne rate personne. Quand c'est un Kabyle qui est en train de déranger, il le remet à sa place. Quand c'est un Kotokoli, il appelle. Quand c'est un homme du Sud, il met pas. Mais pourquoi quand vous, les petits sociaux là, quand vous êtes sur vous qui voulez être les leaders de tout là, pourquoi quand vous êtes sur les panels, vous voulez salir ce qui est propre? On ne salit pas ce qui est propre, hein. Franchement, on ne salit pas ce qui est propre. Chef Canton, quelqu'un aussi peut prendre la parole et puis on a beaucoup à se dire ce soir. Arrêtez ce tribalisme, arrêtez le Kabylie, la région de la Kara aussi fait par et au Togo. Nous tous, nous sommes des Togolais, nous sommes appelés à vivre ensemble. Nous sommes dans la même lutte. Les gens qui veulent lutter, on luttera ensemble. Mais ceux qui ont cette idée de tribaliste, là, je crois qu'on ne va pas s'entendre, hein, parce qu'à un moment donné, on doit se dire la vérité. Les gens qui ont fait des atrocités au Togo, eux-mêmes, ils se connaissent, hein, ils savent. Les gens qui ont déjà les gens en 2005 se connaissent. Hein. Les gens qui sont allés à Sotouboua, à Djengere, et ils ont ramené les gens à Takpame d'aller déjà les gens, ils se connaissent. Hein. Donc, arrêtez de salir ce qui est propre. Merci. Bien beaucoup. Le message. Je tiens à saluer grand frère Torenza et Kalas. Torenza, je crois que quand François Boko était présent à Hambourg, vous étiez là. Vous l'avez vu là-bas, je crois. Je vais essayer de lire un extrait. C'est-à-dire, je vais vous lire son discours qu'il a tenu quand il a quitté le Togo et qui s'est réfugié. Et le discours qu'il a fait à Hambourg. Là, vous allez comprendre quelque chose. Hein? À ceux qui viennent d'atterrir sur la scène politique, là, moi, j'ai dit, hein, moi, je ne parle pas des gens inutilement. Quand je parle de quelqu'un, c'est que j'ai fait, hein, j'ai regardé dans les lunettes, j'ai vu qui il est. Vous étiez nombreux, hein. Il y avait une femme comme ça qui a dit des âneries sur François et j'étais venu la démonter. Ça date de 2017. J'avais démonté cette femme-là et depuis là, elle a respecté vraiment ce que j'avais fait et elle s'est retirée en même temps de cette course-là. Donc vous venez d'arriver. On va vous apprendre, hein, comment respecter les légendaires. Vous me comprenez? Restez tranquille, on rentre en zone de turbulence. L'avion, non, le train de Penzing le Gagbelebele veut arriver à Nebraska. Donc, il faut mettre les capettes rouges. Mes chers compatriotes de la diaspora en Allemagne, chers amis du Togo, madame, messieurs, l'émotion est grande et la joie est immense de me retrouver parmi vous en terre allemande ce jour du 22 avril 2006. Un an jour pour jour après ma démission fracassante du gouvernement togolais pour cette première sortie publique en Allemagne, permettez-moi avant tout de saisir cette tribune de Hambourg pour exprimer toute ma gratitude aux autorités allemandes et essentiellement au ministre des Affaires étrangères de l'époque. Monsieur, eux aussi leurs noms sont aussi compliqués. Joschka Fischer ou bien Joschka Fischer. Bon, eux, leurs noms sont toujours compliqués comme ça, c'est normal. Pour le soutien, la protection et la solidarité dont il a fait preuve à mon égard en envoyant son avion me chercher grâce à une opération d'exfiltration d'une rare professionnalisme. Donc, loin des âneries qui racontent que c'est qui a fait quoi, vous avez bien écouté ce qu'il a dit. On continue. C'est le ministre allemand qui a fait sortir, hein, en compagnie avec l'Union européenne et les autres puissances, l'Amérique, qui ont exfiltré d'une manière professionnelle François Boko du Togo. Le ministre Joschka Fischer, à qui
je vous demande de rendre un hommage exceptionnel à montrer que l'Allemagne, pour ceux qui peuvent en douter, se range du côté des peuples en lutte pour leur liberté. Vous comprenez? Il a tenu à saluer l'Allemagne et il a apprécié ce que l'Allemagne a fait pour lui. On continue. Monsieur Gakoubelebele, viens prendre ton tabouret, assois-toi, je continue la lecture. J'ai tous les discours ici. Tu comprends? Et voilà, on va juger. Les démocrates et les républicains togolais apprécient ce soutien et lisent cette attention comme une marque de solidarité de l'Allemagne vis-à-vis de notre pays. Je salue ce courage du peuple allemand qui sait le prix à payer pour arracher la liberté, condition indispensable à tout projet de développement. Point. Mais ce soutien, cette protection, même s'ils sont naturels, n'ont été possibles que grâce à votre détermination et surtout à votre mobilisation. Donc, il est reconnaissant, il salue la diaspora togolaise et il tient à souligner 2 points. La détermination et la mobilisation. C'est ce que le grand frère aussi Ferdinand a dit aujourd'hui, que nous devrons rester déterminés et nous devrons continuer par mobiliser les foules. Vous me comprenez? Qu'on ne perde pas notre temps sur ces nyama là. On ne perd pas notre temps sur eux, mais je tiens à dire que ce que les gens sont en train de dire est loin de la photocopie. L'original reste toujours l'original. Hein. La photocopie, on peut photocopier 1000 fois, mais l'original reste toujours l'original. Donc François Pokor reste toujours l'original. On continue. Il dit, en effet, depuis l'ambassade d'Allemagne où j'étais réfugié, j'ai pu suivre à travers les médias la mobilisation qui a été la vôtre dans différentes villes d'Allemagne pour exiger des autorités allemandes de préserver ma vie et d'assurer ma protection. Vous comprenez quelque part, je vous relis le paragraphe là. Vous allez écouter. Il dit, en effet, depuis l'ambassade de l'Allemagne où j'ai été réfugié, j'ai pu suivre à travers les médias la mobilisation qui a été la vôtre dans les différentes villes d'Allemagne pour exiger des autorités allemandes de préserver ma vie et ma protection. Vous voyez, loin des âneries que Marc Nda et ses Nyamanyama sont en train de raconter sur François Pokor, en fait, la diaspora dans le temps a demandé à l'Allemagne de protéger François Pokor. Et elle a fait plusieurs mobilisations à travers toutes les villes d'Allemagne, plusieurs villes d'Allemagne plutôt, et demandé à ce que la vie de François Pokor soit protégée. Pourquoi elle a fait cela? C'est comme ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous demandons à tout le peuple togolais de se mobiliser pour dire non au gouvernement de Faure Gnassingbé. La diaspora togolaise, déjà en 2006, avait déjà donné son soutien ferme à François Pokor parce qu'elle a remarqué en lui un patriote. C'est-à-dire un compatriote qui a tant aimé son pays qu'il est prêt à perdre tout et à prendre le risque de se dresser contre cette dictature-là qui fait du Togolais le gibier, en fait, de la chasse. Quelque part, je tiens encore à souligner à certaines personnes que sûrement Marc Nda, je peux m'en excuser, souvent, très souvent, les idiots ne lisent pas. Les idiots ne font pas de recherche, ils attendent. Comme ce que j'ai eu à entendre, c'était Ferdinand Haïté qui faisait, le grand frère Ferdinand Haïté qui faisait la pluie et le beau temps. Lui-même, il a tenu à souligner qu'avant, il travaillait avec Ferdinand, le grand frère Ferdinand Haïté. Mais moi, connaissant bien ce que c'est que notre père d'église, j'ai remarqué en lui qu'il ne travaille pas avec les torchons et les ouya-ouya, les pandjelem, les djimakpola, les kounoukwete. Comme Marc Nda, c'est un kounoukwete qui veut montrer sa carrure de politicien. Je ne sais pas s'il a appris ça dans les rues de Nebraska ou bien dans le Gakoubelebele qui est déjà tombé. Il ose aujourd'hui parler de moi, mon premier enfant, le premier fils de Penzeng Ndeye. Je tiens à dire à Marc Nda ici que, en tant que chef canton de Penzeng Ndeye, moi je ne juge pas les problèmes sans rentrer en profondeur. La profondeur des choses est que quoi? François Pokor n'a pas seulement été apprécié par la diaspora togolaise, mais il a été apprécié par tous les Togolais. Épris d'esprit de liberté et par tous les peuples du monde, surtout le peuple allemand que je tiens ici à saluer encore une fois. Vous voyez? Ce qui veut dire quoi? Un ministre de pêche, l'avion d'une république qui atterrit au Togo, qui prend en charge un ministre, qui le protège, qui l'envoie un peu partout dans le monde. Ah, ça peut créer des jaloux. C'est normal que ça crée des jaloux.
C'est normal que ça fasse mal à certains petits zozos de la politique togolaise qui n'arrivent pas à comprendre c'est quoi la carrure, c'est quoi l'énergie, c'est quoi, comment on appelle, c'est quoi, comment on appelle, l'esprit qu'un pays appelé l'Allemagne mobilise son avion privé. C'est-à-dire pour venir chercher. Qui est ce monsieur? C'est la question qui se pose. Et quelle est la carrure de ce monsieur-là pour qu'un pays comme l'Allemagne... Moi, j'ai été en Allemagne en 1894, lors de la Première Guerre mondiale, donc je sais de quoi les Allemands sont capables. Donc, j'avais combattu avec Hitler là-bas avant qu'on ne chasse Hitler. Donc, j'étais revenu au Togo. Entre-temps, j'ai fait plusieurs entrepreneuriats en France, un peu partout dans le monde. Et j'ai vu que moi, le peuple allemand a souffert sous la période de Hitler. Et maintenant, le peuple allemand ne fait plus, c'est-à-dire ne permet plus qu'aucun peuple au monde ne puisse souffrir comme lui. Donc, l'Allemagne qui se mobilise à prendre notre ministre, le premier fils de Penzing, l'envoyer jusqu'en Allemagne. Ça peut créer des jaloux. Ça a créé des jaloux non seulement comme les Markanda, mais ça crée des jaloux dans la scène politique. Vous me comprenez? Chaque opposant, je me rappelle dans le temps, depuis 2012, ça a été toujours la même cérémonie. Chaque opposant qui veut que le peuple togolais puisse l'aimer a toujours utilisé François Poko comme le vocabulaire, comme le premier mot dans son discours. Quand tu poses à une question à un opposant dans le temps, tu connais François Poko? Parce que François Poko est toujours resté le miroir de cette lutte-là. Quand tu poses à un opposant, est-ce que tu connais François Poko? Il dit oui, je travaille avec François Poko, tout ça, c'était leur mot de passe. C'était comme un mot de passe pour eux. Ils n'avaient plus d'autre argument que de citer le nom de François Poko pour se donner une popularité. Tous ont profité. Et vous avez remarqué le travail du premier fils de Penzende. Non seulement il a formé ce qu'on a appelé FRAC, il a participé à la formation de ce qu'on appelle le collectif selon le Togo. Et avant cela, il a fait plusieurs regroupements politiques où il a amené des Togolais à comprendre qu'il faut oublier cette question du nord au sud et se mettre ensemble et travailler à la libération de cette nation. Donc ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un monsieur que je suis venu ici pour vanter, mais je suis venu ici pour dire ce qu'il était, ce qu'il est toujours. Vous me comprenez, ça fait peur la carrure là. Non seulement avec une expérience d'ancien militaire, et intellectuellement, il est tellement puissant. Je crois même qu'il est professeur en droit ou bien je ne sais pas quoi là. Et si ceux qui sont perdus comme les Markanda, vous pouvez consulter sa bibliographie sur Wikipédia et vous saurez de quoi monsieur. Si peut-être je vous ferai l'honneur à la fin de ce live d'aller sur Wikipédia et de vous lire les connaissances et les savoirs, les technologies développées par mon fils. C'est trop, sa carrière politique et sa carrière intellectuelle, c'est trop. Il a travaillé dans plusieurs choses que je vais prendre au moins toute une journée pour vous citer. Donc ce n'est pas n'importe qui comme les Markanda. Vous comprenez? On continue la suite du discours. Voilà. Il dit ici, mes chers compatriotes, c'est pour vous témoigner. Oui, c'est pour vous témoigner de vive voix cette reconnaissance que j'ai tenue aujourd'hui, date anniversaire de cet événement, à le vivre en terre allemande, parmi vous et avec vous. Oui, c'est bien grâce à votre mobilisation que j'ai eu la vie sauve. Donc vous comprenez déjà que François Poko ne peut pas être un traître à cette lutte. S'il était un traître à cette lutte comme les Pandjelem, les Gagoubel, les Nyama, qui sont un peu partout à Lomé, la diaspora togolaise n'allait jamais se mobiliser. J'ai toujours connu cette lucidité de cette diaspora-là. J'ai toujours connu cette diaspora qui s'illumine à travers le monde, on dirait les étoiles dans le ciel. La diaspora togolaise est l'une des diasporas les plus organisées, les plus sincères et les plus ordonnées de toutes les diasporas qu'il y a dans le monde. Parce que à ce jour-là, la diaspora togolaise se bat plus que même les Togolais même qui sont au pays. Vous me comprenez? Si vous remarquez, vous le saurez, vous l'aurez remarqué vous aussi. Merci. Donc, il a tenu d'abord à saluer cette diaspora qui s'est mobilisée pour lui. Voilà, donc il n'est pas un ingrat, il n'est pas un dindon. Lui, il est toujours... C'est la formation à Penzende. À Penzende, on reste toujours humble. Et on apprécie tout ce qui bouge. Vous me comprenez? Aucun de mes enfants venant de Penzende ne peut être aussi hautain comme les Nyama Pan Koumera de comment on appelle ça, de Gagoubele, Nyama qui sont tout autour, qui attisent des débats inutiles. On continue dans le développement personnel du chef canton de Penzende. Donc moi, je ne fais pas les choses n'importe comment. On continue. Il dit encore, j'ai eu la vie sauve durant les événements sanglants que le Togo a connus en avril 2005. Donc, vous voyez déjà. Mais vous me demanderez,
Que s'est-il passé au juste cette nuit du 21 au 22 avril 2005? Point d'interrogation. Il dit, rentré d'une réunion d'état-major, j'ai pris fin, qui a pris fin vers 21 h dans la nuit du 21 avril 2005. J'ai mesuré au regard du plan de gestion qui m'a été exposé comme la hiérarchie militaire se trompait de voix pour croire, se trompait de voix pour croire encore malgré les risques réels de déflagration ou bien quoi, comment vous connaissez les mots, ils sont allés dans la grande école, là. Nous on a fait les écoles là, déflagration, ça je ne sais pas trop, sûrement il y a les experts ici qui pourront l'expliquer, hein, vous comprenez. À l'épreuve de force comme alternative, j'ai donc compris aussi qu'un scénario sanglant était orchestré dans mon dos pour conserver vaille que vaille ce pouvoir en utilisant ma caution et en m'empêchant d'influencer le cours des événements pour éviter le pire à ce pays. Vous comprenez? Il a été honnête. Il sait que là où lui ne va jamais accepter que ce pouvoir-là reste toujours dans la main d'un seul individu. Ce n'est pas parce qu'il est Kabyé qu'il va accepter que Faure Gnassingbé reste au pouvoir, puisque c'était déjà le plan. Et que l'état-major même avait déjà décidé de donner le pouvoir à Faure Gnassingbé. En tant que ministre et en tant qu'expert militaire, se connaissant en la matière et connaissant comment les militaires togolais agissent d'une manière horrible envers leur peuple, il a dit, ça se tramait dans son dos. Parce qu'il savait que si il expose ça en face, il ne va jamais accepter. Vous me comprenez? On continue. Loin des oiseaux, des panafricains, nyama qui sont mélangés tout autour de la France, pourquoi a été toujours un exemple. On continue. J'ai compris aussi qu'un scénario sanglant était orchestré dans mon dos pour conserver vaille que vaille ce pouvoir en utilisant ma caution et en empêchant d'influencer le cours des événements pour éviter le pire à ce pays. Après avoir essayé en vain de conjurer le pire pouvoir en utilisant ma caution, en m'empêchant d'influencer le cours des événements pour éviter le pire à ce pays. Après avoir essayé en vain de conjurer le pire, j'ai mis ma démission dans la balance pour exiger le report du scrutin et l'ouverture d'une transition négociée que devrait instaurer le président par intérim de l'époque, issu du RPT, avec un premier ministre issu de l'opposition en vue d'apaiser le pays et aller vers les élections non conflictuelles après une transition maîtrisée. Markanda, tu peux avoir ce courage? Non, on continue. Voilà le crime de lèse-majesté que j'aurais commis. Alors ma tête fut mise à prix par le clan Gnassingbé qui justement tirait les ficelles pour capter dans la confusion et le preuve de force le pouvoir qui pouvait ainsi lui échapper. Si le ministre de l'Intérieur en charge de la sécurité, informé quotidiennement par les services spéciaux des risques de dérapage dont le président par intérim de l'époque, le premier ministre et le général et les généraux sont également au courant, si ce ministre de l'Intérieur en charge de la sécurité ne peut pas faire cette proposition, qui peut donc la faire? C'est une interrogation. Allez-y à l'école, vous comprendrez mieux. Les discours extrémistes tenus par l'un des responsables de l'État selon lequel il vaut mieux 3000 morts que de sacrifier un peuple. Il vaut mieux 3000 morts que de sacrifier un peuple. Relève d'une maniche. Ça, je ne peux même pas lire. Manichéisme. Il veut 3000 morts, le peuple est déjà sacrifié. Je suis sûr que M. Kofi Sama ne peut plus aujourd'hui répéter cette grossièreté qu'il a sortie en plein conseil de ministres le 24 mars 2005 pour contenir mes réserves face aux atrocités qui se commettaient afin de permettre à un clan de conserver le pouvoir. Agbasivi de Ferdinand Ité, je vais vous poser une question. Kofi Sama là, c'est un Kabyé? Bon, non, je ne crois pas, hein. Je ne crois pas.
C'est Kofi Sama qui dit. Oui, en ce temps, je crois il était premier ministre, il était premier ministre quand Yadema mourait. Donc, vous savez, quand Yadema mourait, je crois Kofi Sama était premier ministre, il y avait les Tidjani, il est où? Il est où? Après Fort les a mis tous au Newfort. Donc c'est eux Maman, alors chef canton. Attends d'abord, attendez un instant. Il dit, Kofi Sama disait en ce moment, il vaut mieux 3000 morts que de sacrifier un peuple. 3000 morts déjà, est-ce que ce n'est pas un peuple? Kofi Sama est-il Kabien? Markanda. N'y avait-il pas des ministres, des autres ethnies qui étaient dans ce gouvernement qui ont pu observer que Faure Gnassingbé allait massacrer des gens en 2005? Point d'interrogation. Pourquoi François Boko a pris la défense de ce peuple en étant un Kabien? Et sachant que, en prenant la défense de ce peuple, et restant toujours Kabien, il était déjà quelqu'un qu'on devrait mettre à l'abattoir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez encore une fois douter de la clairvoyance et de l'honnêteté de ce monsieur? Est-ce qu'en regardant ce qu'il a pu éviter, le bain de sang, que son action a pu empêcher, parce que ça serait pire s'il était resté. Il n'avait pas voulu être le complice de ce qui s'est passé après lui. C'est là il a démissionné. Parce que personne, il a cherché à convaincre ses officiers, mais tous étaient déjà saoulés par les propositions, l'argent et les postes. Tous ne voulaient plus de lui parce qu'ils se disent que c'est un traître. Comment un Kabien peut-il se mettre contre Faure Gnassingbé qui était choisi pour relayer à son père? Chef canton, Oui. si je peux ajouter tout juste un mot pour 30 secondes. Donc, merci d'abord à vous et merci à ma soeur Maman pour le travail que vous faites. Ce problème nord-sud que des gens avec des intentions outre que la réunification de notre peuple n'aura jamais lieu. Ces idées de nous désunir, je le dis très bien, du sud au nord, nous avons dépassé ce stade d'ethnie, ce style de tribalisme à gauche, à droite. On est mariés entre nous, nord au sud, on est mélangés, on est un seul peuple. Que des gens mal intentionnés arrêtent ces jeux de tribus, d'ethnie, tout ça. Ça ne se passera pas au Togo. Le Togo demeurera un et indivisible. Moi, je le dis, affaire sud, nord, nord, sud, là, il faut que ça s'arrête. Je suis du sud, j'ai plus de neveux du nord que vous pouvez penser. On est mariés entre nous. On est un peuple soudé et uni. Kara ou quoi. Allez, les gens qui ne connaissent pas Kara, j'étais dans la région de Kara, bon, dans les années 90, quand j'étais au Togo. Moi, je connais très bien, je sais très bien. Les choses prouvent ça aujourd'hui, que les gens du nord souffrent. À Kara, les gens souffrent plus que nous le pensons. Donc, il faut que ça s'arrête. Nord-sud, nord-sud, sud-nord, ça ne va pas nous diviser. Le Togo restera un et indivisible. C'est tout ce que je voulais dire. Ceux qui se prêtent à ces jeux doivent arrêter ça le plus tôt possible. Et merci à toi, Maman. Merci pour le travail que tu fais. Merci à chef canton. Maman, moi, on se connaît. Demandez-lui, on se connaît, c'est pas aujourd'hui. Depuis Lomé. Et donc, tout ce que les gens se mettent à dire que non, 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 il faut que ça s'arrête. C'est tout ce que je voudrais apporter. Merci. Merci beaucoup. Ouais. On continue la lecture, s'il vous plaît. Et il dit, je suis aujourd'hui d'autant plus surpris que le président par intérim de l'époque dise qu'il n'était au courant de rien, y compris de ma menace de démission en plein conseil de ministres lorsque certains Vatangais, malgré des atrocités quotidiennes, magnifiaient encore le preuve de force. Alors, monsieur Abbas Bonfo, président par intérim de l'époque, si vous prétendez ne pas être réellement informé des risques de dérapage, quel était l'objet de l'arbitrage que vous avez fait en plein conseil des ministres le 24 mars 2005, lorsque je vous avais demandé face au non, mon enfant là, lui il est trop fort en mots. Au turiféraire. Qui croyait que la seule manière, c'est-à-dire c'est le mot là représente les nyama de RPT unir là, les criminels là. Donc, qui croyait que la seule manière de faire était l'épreuve de force et de chercher quelqu'un d'autre pour assumer les fonctions de ministre de la Sécurité et que je rendais mon tablier. Soyez sérieux, ne fuyez pas vos responsabilités.
Si malgré tout cela, vous prétendez ne pas être au courant de ces risques, dans ce cas, vous n'êtes qu'un figurant au sein de l'appareil. Donc, vous ne méritez pas ces responsabilités d'État. Je veux prendre à témoin tous les autres ministres, notamment les Vatangers qui se reconnaîtront, et en particulier M. Pitan Tchala, ministre de la communication de l'époque, qui m'a sorti durant ce conseil du 24 mars 2005, je cite, le président est parti et certains veulent déjà nous quitter. Et à moi de répliquer, oui, si je suis mis en minorité sur des sujets qui touchent à la sécurité des citoyens, je partirai. Et le 21 avril 2005, mis en minorité par la classe dirigeante et la hiérarchie militaire sur l'option à prendre, j'ai démissionné. Comme réplique à cette attitude, ma tête fut mise à prix et le clan a voulu m'abattre. Aujourd'hui, vous ne niez plus l'évidence, vous vous cachez derrière vos manteaux d'agneau d'humanistes, de croyants. Vous continuez à vous regarder dans la glace sans avoir honte de vous. Vous osez encore communier à l'église. M'a-t-on dit? Oui, j'ai refusé de faire le sale boulot pour vous permettre de conserver le pouvoir. Parce que mes convictions profondes ne me permettent pas de croire qu'il fallait absolument marcher sur des cadavres pour accéder au firmament de la gloire. Hey! Mon enfant, la leçon française c'est de la haute classe. Mais aujourd'hui, vous voyagez librement. Vous êtes assuré de retraite dorée. Mais nous irons jusqu'au bout dans cette lutte. Et nous obtiendrons, lors d'un de vos passages en Europe, une confrontation judiciaire sur ces faits pour le respect de la mémoire de ces centaines de compatriotes que vous avez poussés par votre zèle dans l'abîme. Mesdames et messieurs, ce fut dans ces conditions d'une extrême précarité qu'à 2 h du matin, alors que je croyais mon chemin balisé, je fus contraint de faire volte-face et de solliciter la protection de l'ambassade d'Allemagne, avec qui, il faut le souligner, je n'entretenais aucune relation particulière. Quelques jours ont permis au clan, à cause d'une indélicatesse, d'être au courant de ma position. La mèche a été vendue par un responsable de la CEDEAO. Qu'il se reconnaîtra. Donc il y a eu des responsables de la CEDEAO qui ont vendu même la mèche. Vous comprenez? Donc la CEDEAO a continué par trahir le Togo, ce n'est pas aujourd'hui. La CEDEAO a été toujours complice des malheurs de notre peuple. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis des années. C'est depuis 2005. Et pire même, avant même 2005. Vous me comprenez? Donc les trahisons au sein de la CEDEAO, les manipulations au sein de la CEDEAO ne datent pas d'aujourd'hui. Voilà, je tiens encore à vous saluer, monsieur le ministre. Soyez salué. Au moins vous ne mourrez pas sans honneur. C'est à saluer. Voilà. J'aime des gens sérieux comme ça. J'aime des gens qui parlent. C'est-à-dire des gens qui ne mettent pas... C'est-à-dire... Non, sincèrement, qui se connaîtra? On dit, pourtant, avec cette personnalité qui donnait l'impression d'être humaniste et effréné, nous avons échangé des informations en vue de sauver la paix du Togo. Vous voyez? Tout comme avec la fameuse ministre des Affaires étrangères du Niger, qui a qualifié ma démission d'irresponsable. Vous voyez que le Niger n'a jamais été un pays qui a aimé le Togo. Donc, une ministre dit que non. Sa démission, c'est une irresponsabilité. Parce que cette ministre-là soutient que des Togolais meurent pour que Faure Gnassingbé soit au pouvoir. La lettre l'a fait sortir beaucoup de choses. Tout ce que vous êtes en train de voir ne date pas d'aujourd'hui. Voilà, on continue. Il est vrai qu'au début de la crise de succession, les principes humanistes l'emportaient sur les intérêts frivoles qui sont venus par la suite perturber le cours normal des choses. Une fois les autorités ayant su ma présence au sein de l'ambassade d'Allemagne, elles commencèrent une campagne médiatique d'intoxication et de dénigrement sur ma personne et celle de l'ambassadeur d'Allemagne. La stratégie d'intoxication de la désinformation a atteint son paroxysme avec l'élaboration par un officier qui se connaîtra facilement par un tract jeté aux alentours de l'ambassade dans lequel il était écrit que l'ambassadeur m'a offert la protection et l'asile parce que j'étais son complice sur le trafic de drogue qui lui permettait de préparer ses vieux jours. C'est vraiment ridicule et grossier. Mais celui qui a fait distribuer ces tracts évidemment mensonnières se rappellera le contenu et le motif exact de sa punition
que le général Yadema avait à l'époque accepté, mais en demandant de masquer les motifs pour ne pas éveiller l'attention de la communauté internationale. Qu'il se souvienne du motif exact de sa punition qu'il a signé et dont j'ai refusé de changer une seule ligne, et qu'il me dira qui de lui ou de moi est le trafiquant de drogue, que décrit le tract qu'il a distribué pour décourager les Allemands de m'apporter leur protection. Toujours dans cette stratégie d'intoxication, un autre tract fut distribué. Il faisait état que l'Allemagne m'avait versé 17 milliards de francs CFA pour obtenir ma démission. Malgré les tracts insultants et même menaçants, l'ambassadeur d'Allemagne au Togo, M. Klaus Grumman, n'a pas cédé aux pressions et a continué à m'accorder sa protection à titre humanitaire. Dans ce contexte, le clan au pouvoir décida tout simplement de m'éliminer. Un officier qui se reconnaîtra d'ailleurs m'appela en ces termes menaçants. Désormais, je cite, je ne suis plus ton cousin, tu es mon ennemi. Si tu me vois le premier, tue-moi. Et si je te vois le premier, je te tue. Néanmoins, j'ai eu le temps. Oui. Chef Canton, tu sais celui qui appelait pour menacer là? C'est Kadanga. C'est Kadanga, il est où? Je te dis que... Non, le gars là... Non. C'est Kadanga, hein? C'est Kadanga. Lui-même, il a dit ça. Kadanga a dit ça dans notre canton. C'est Kadanga, c'est lui. Mais il est où? Le gars là... Je sais pas si il est... Je sais pas. De toute façon, chacun a sa place, hein? Ok. Je continue la lecture. J'ai néanmoins eu le temps de lui dire que je continue à le considérer comme un cousin et non un ennemi. Il a mis ses menaces à exécution. Très rapidement, il posta des hommes armés de fusils silencieux à l'hôtel Bellevue, qui est en face de la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne. J'ai reçu par la suite un texto d'un ami, dont je ne cite pas le nom, m'invitant à sortir de l'ambassade pour me rendre à l'hôtel Bellevue où m'attendait Charles Debache qui veut me parler. Ce même Debache qui le 6 février 2005 m'a proposé avec Fort Gnassingbé de déposer des armes au domicile de Gnachaba à Lomé ou à Mango en vue de simuler une tentative de coup d'état. Vous voyez, Gnachaba même, il voulait arrêter Gnachaba. Vous voyez comment les gens là sont un peu sordides par rapport à la manière dont, même vous qui travaillez avec eux, vous êtes leur ennemi. Intervenir à propos de ce que monsieur Karl Descartes avait dit. Je pense que nous devons même, comment appelle-t-on, arrêter cette histoire de Nord-Sud, et parce que moi, je ne crois pas à cela. Je sais que les Togolais ne sont pas divisés. On ne s'en veut pas, nous, entre les gens du Nord, les gens du Centre. Non, 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 les Togolais sont unis. Ils ont juste inventé cette histoire pour dissuader les gens, ou bien pour, comment on appelle-t-on, pour embrouiller les gens. Par exemple, vous qui êtes là-bas, je pense que vous êtes du Nord, Agbasivi de Ferdinand Haïté, mais Ferdinand Haïté, il est du Sud. Donc, ça, c'est un faux débat où les gens viennent tout le temps pour nous raconter des conneries, des bobas, et ils lancent cette histoire dans, comment on appelle-t-on, sur les réseaux pour encore nous distraire. Je pense que ça n'existe pas. Pour moi, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le Nord et les Togolais sont unis. Quand vous allez à Zongo, vous allez voir les Kotokoli, les Mina, eux tous, ils sont là-bas. Vous allez à Dewi qui est à Lomé. C'est un quartier qui est basé uniquement sur les... Bon nombre sont des Kabyles là-bas. Mais c'est ça, ce quartier se trouve à Lomé. Ça se trouve à Lomé. Donc, cette histoire-là, franchement, c'est quelque chose qui m'énerve. Moi, je n'y crois pas. Et ça m'énerve quand j'entends les gens dire que le Nord est si, ou bien le Sud, et les gens, ils ne sont pas unis, les gens, ça m'énerve vraiment. Et il faudrait que, pour éviter tout ça là, il faudrait qu'on arrête même d'en parler. Parce que ça n'existe pas. Be careful. Vous avez raison, hein. Oui. Vous savez, la dernière fois dans le live de notre leader là, dans son live, il disait, oui, Boko a fait des atrocités au Togo. Vous voyez, il y a des choses, hein, on n'a qu'à se dire la vérité. Et Boko fut ministre de l'Intérieur au Togo. Et en 2005, vous avez vu ce qui s'est passé. C'est pour ça, il faut pas salir ce qui est propre.
Quand moi j'ai toujours dit, depuis que moi j'étais au Togo, je suis au Togo, j'ai jamais vu un ministre qui a démissionné. Parce que être ministre, on est privilégié. Donc c'est comme vous avez le lait, le miel. Aucun ministre au Togo n'a jamais démissionné. On peut dire que c'est monsieur le ministre Boko Akilsio qui a démissionné parce que en 2005, après la mort de Yadema, la famille Nyasingbe voulait qu'il fasse le sale boulot. Mais vous voyez, ben, il a démissionné et vous croyez que les Allemands, ils voient pas ce qui se passe? Pourquoi les Allemands sont venus le chercher? Parce qu'ils ont regardé la personne, ils ont regardé la biographie, ils ont vu comment la personne s'est comportée quand il était ministre et tout ça, tout ça. Donc il a dit non, on peut pas laisser. Mais depuis que Boko est parti, il y a des officiers qui ont eu des problèmes forts, les a mis en ouf. Pourquoi on n'est pas venu les chercher? Jamais. Mais si notre monsieur, il est sur ses panels, il veut avoir de la visibilité, il peut parler, mais c'est pas bien, parce que tout ça, parce que vous savez, quand il y a certaines personnes qui critiquent Boko, c'est parce que Boko est Kabien. Si Boko n'était pas Kabien, l'acte qu'il a posé, je vous dis qu'ils allaient le porter en euros. Mais c'est parce que Boko est Kabien et il y a des tribalistes et donc quand vous regardez, vous êtes sur les panels. Quand on parle, on appelle le nom Boko, bon, c'est parce que le côté Kabien là, il y a certaines personnes, ils n'arrivent pas à digérer la pilule. Donc ces personnes, on doit les délivrer. On doit les délivrer, on doit leur dire que nous sommes tous Togolais. Kabien ou Sud, nous sommes des victimes. Si Boko était resté au Togo, la famille Nyasingbe allait le dire. Même quand, malgré qu'il a quitté le pays, il est venu ici, mais ils sont toujours à sa poursuite. Pourquoi en 2019, quand il devait rentrer, pourquoi ils ont fait tout et tout pour l'empêcher de rentrer? Fort ne dort pas. Fort, il sait que il connaît les compétences de Boko. Fort quand on appelle le nom de Boko et Fort la nuit, il ne dort pas. Fort c'est mon grand frère. Fort c'est mon grand. Je le dis tous les jours. Fort au village, il n'y a que 4 maisons qui nous séparent. Fort, quand je vais le voir, je ne vais pas l'appeler monsieur le président, je vais l'appeler grand frère. C'est mon grand frère. Parce que quand il voit mon papa, il l'appelle grand frère. Mais il sait, il n'y a que Boko seul qui le hante, il ne dort pas. C'est Boko qui trouve son sommeil. Comme l'a dit le ministre Doucet, il a dit que avant quand Boko tweetait, quand Boko fait un tweet fort, il est mélangé, il est troublé. C'est comme il a une de ses femmes qui veut le quitter. Mais moi, je ne comprends pas les Togolais qui sont sur les panels et ils sont là à tirer. C'est pour ça que quand le chef canton a ouvert son panel, il m'a dit non. Ce qu'on en sait de Boko, on peut en parler. Si aujourd'hui, je sais pas, vous étiez là au début, si aujourd'hui, on parle de Fléau Jardin, parce qu'il y a eu des victimes à Fléau Jardin en 2005. Même quand Fora a déjà plus de 1000 Togolais, les 1000 Togolais là, c'est pas sous la conscience de Boko, hein. C'est Fort même qui va compter ses morts, hein. Parce que le Boko n'a pas des morts sur sa conscience. Parce qu'il a démissionné et il a dit, ah, je vous laisse dans votre bouillabaisse. Lui, il veut dormir tranquille. Parce que dans la vie, tout ce qu'on fait, on paie. Vous voyez? Donc, cette histoire de Nord et Sud, il y a certaines personnes qui se disent, parce que Boko est Kabien, ou, attendez, ou des fois, la dernière fois, je faisais ma patrouille sur Facebook, il y a 2 personnes, ils avaient, oui, ils disaient, oui,